Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Pour la petite musique que vous aviez en rentrant, il y en a qui l'ont reconnu, c'était Victor Jara. C'est un peu le Jean Ferrat chilien. Victor Jara, il est mort le 15 ou le 16 septembre 1973. Alors il était, après le coup d'État de Pinochet le 11 septembre 1973, il a été arrêté, torturé. On lui a broyé ses doigts pour qu'il ne puisse plus jamais jouer de la guitare. Et puis pour être sûr que vraiment il ne ferait plus de musique, ils l'ont assassiné ensuite. Donc voilà, on va parler du Chili entre 1970 et 1973. Donc le 11 septembre 1973, une junte militaire emmenée par le général Pinochet renversait le président socialiste du Chili, Salvador Allende. Alors l'ensemble des partis de gauche et les syndicats furent immédiatement interdits, des dizaines de milliers de militants furent arrêtés et torturés, des milliers furent assassinés. Le Stade national de Santiago, qui est un peu le Stade de France du Chili à cette époque, a accueilli 40 000 prisonniers entre septembre et novembre 1973. Vous en avez une photographie ici. Et donc le Monde diplomatique publia en décembre le témoignage d'un rescapé du stade. Il racontait comment le commandant de cette prison à ciel ouvert s'était adressé à eux. Donc, il leur avait dit « Vous n'êtes pas des Chiliens, mais des marxistes, des étrangers. Aussi sommes-nous décidés à vous tuer jusqu'au dernier. En ce qui me concerne, je le ferai avec un grand plaisir, avec une joie toute particulière. J'ai des instructions spéciales de mes supérieurs de la junte. Je puis faire de vous ce qui me plaît et même vous tuer. Donnez-moi, je vous prie, un prétexte pour le faire. Il suffirait que l'un d'entre vous bougeât, qu'il esquissât le moindre geste suspect ou qui me sembla tel, pour que vous sentiez dans votre propre chair la façon dont les mitrailleuses positionnées sur les hauts des gradins coupent les corps, les tranchent en deux. Bonne nuit. » Voilà. Donc dans les semaines qui suivirent, des dizaines de milliers de travailleurs furent licenciés. Les patrons avaient constitué des listes d'ouvriers combatifs à renvoyer quand le contexte leur permettrait. Donc il faut dire que de 1970 à 1973, la classe ouvrière chilienne avait donné des sueurs froides à sa bourgeoisie. Durant 3 ans, elle a montré une combativité exceptionnelle. Grèves et manifestations massives, occupation d'usines et de terres, organisation de comités de ravitaillement, tous ces faits d'armes ont rythmé le quotidien du Chili entre 1970 et 1973. On le voit, ce n'est pas l'envie d'en découdre qui a manqué aux travailleurs chiliens. Il importe donc de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à éviter la pire défaite de leur histoire. Donc pour commencer, on va juste essayer de comprendre ce qu'était le Chili en 1970. Donc c'est un pays d'Amérique du Sud, sur la côte Pacifique. C'est un pays qui s'étire sur 4300 km de long, 4 fois la France, du nord au sud. En 1970, il compte un peu moins de 9 millions d'habitants, dont la majorité vit en ville, notamment à Santiago, qui compte 2,9 millions d'habitants. On a donc Santiago, vous voyez, au centre du pays, puis on a d'autres grandes villes dont on reparlera, Concepción, un peu plus au sud, ici, et Viña del Mar et Valparaíso, donc 150 km à l'ouest de Santiago, au bord du Pacifique. Alors, l'industrie du pays s'est développée depuis le 19e siècle, notamment autour des mines, principalement de cuivre, et ce secteur économique est aux mains de capitalistes étrangers, notamment des États-Unis. À partir des années 1930, le pays tente aussi de développer une industrie manufacturière et les gouvernements successifs lâchent quelques concessions à certains secteurs du prolétariat. Alors finalement, en 1970, la population active au Chili, elle peut se catégoriser comme suit. Donc ça, c'est les statistiques nationales chiliennes de l'époque. Donc vous voyez qu'on a 46,3% d'ouvriers, donc c'est une classe ouvrière importante, 24,1% d'employés, des travailleurs indépendants et puis le patronat, 1,6%. Alors, le poids de la classe ouvrière qui est affiché dans ce tableau, il a relativisé un petit peu. En effet, dans les employés et même ouvriers, on a des travailleurs qualifiés qui, bien que faisant partie du prolétariat, sont détachés de la classe ouvrière par leur mode de vie, leurs idées, leurs valeurs. Donc ça va être les techniciens, les ingénieurs, les personnels administratifs, etc. Les ingénieurs, là, ils sont peut-être comptés dans les 46% de la classe ouvrière. Alors, dans celles et ceux qu'on peut considérer comme des travailleurs, on peut grossièrement délimiter 2 catégories. D'abord, une classe ouvrière qui travaille dans les grandes entreprises monopolistiques, qu'elles soient publiques ou privées, les mines, la chimie en particulier, et dans ces entreprises, la syndicalisation est forte. Ensuite, on a une masse laborieuse plus précaire, moins syndiquée, qui travaille dans des petites entreprises ou même parfois dans un secteur informel qui est très développé,
Donc on peut avoir par exemple des journaliers travaillant dans le bâtiment, des travailleurs des petites entreprises, du textile, de l'agroalimentaire, ça va jusqu'aux vendeurs ambulants, aux scieurs de chaussures, etc., qui sont, enfin voilà, tout un tas de petits travailleurs indépendants, mais en fait, voilà, qui par leur mode de vie, pour le coup, sont très proches de la classe ouvrière. Alors, c'est principalement au sein de cette dernière catégorie qu'on trouve un autre groupe qui joue un rôle important durant les 3 années de l'unité populaire, c'est les pobladores. Donc les pobladores, littéralement, ça veut dire colons habitants. En réalité, surtout ici, on parle des habitants des bidonvilles, qu'on appelle campamentos, et je vous en ai mis un ici. Donc ces campamentos se créent souvent de manière coordonnée. Donc il y a des pobladores qui s'organisent pour s'emparer d'un terrain et y construire un bidonville. Ils vont lutter ensuite pour faire légaliser leur occupation, pour un meilleur accès à l'éducation, au transport, à l'eau, à l'électricité, bref, à tout ce qu'on pourrait appeler des services publics. Et donc à Santiago, il y a quand même 10% de la population qui vit dans ce genre de campamentos, dans ce genre de bidonville. Alors les pobladores font pour beaucoup partie des 1,3 million de Chiliens, presque la moitié de la population active, donc, qui reçoivent un salaire considéré par les statistiques nationales comme inférieur au minimum vital. Alors ça, c'est pour le petit tableau économique et social du pays. Maintenant, une petite description du paysage politique en 1970. Alors je vais commencer par la droite. Il y a 2 grands partis à droite. Le Parti national, c'est le parti vraiment de la droite classique, du grand patronat. Alors, il est lié à un groupe paramilitaire fasciste qui s'appelle Patrie et Liberté. Et les 2 organisations, ensemble, 30 000 militants et représentent un poids électoral important. Ensuite, on a la démocratie chrétienne. 60 000 militants très implantés dans les milieux ouvriers, notamment qualifiés, mais pas que les milieux ouvriers qualifiés. Vraiment, pendant tout le processus de l'unité populaire, la démocratie chrétienne gardera une influence dans les milieux ouvriers. Alors, c'est un parti qui attire aussi beaucoup les classes moyennes. Il s'affirme comme un parti nationaliste bourgeois, c'est-à-dire qu'il veut développer un capitalisme national indépendant de l'impérialisme américain. Et donc d'ailleurs, c'est un président issu de ce parti qui précède Allende au pouvoir. Donc le précédent président, c'était Eduardo Frei, élu en 1965 sur un programme de répartition des terres, de rachat des parts dans les trusts américains de l'industrie minière pour en reprendre le contrôle, et de libéralisation du droit syndical et associatif. Pendant son mandat, le taux de syndicalisation va fortement augmenter, mais Frei va aussi s'illustrer par la répression des grèves dans les mines du cuivre avec l'arrestation des leaders syndicaux. Une répression menée notamment par un certain général Pinochet qui fait tirer sur les mineurs en 1966 et qui fait presque 66 blessés. Alors, concernant les partis de gauche et d'extrême gauche, on a le Parti communiste, qui est le plus gros parti communiste d'Amérique latine en 1969, avec 160 000 militants. C'est énorme, il faut se rappeler quand même que le Chili, c'est 9 millions d'habitants. Donc 160 000 militants, 1 tiers de femmes, 2 tiers d'ouvriers. Alors, ce parti, il défend la vieille idée de la révolution par étapes. Le Chili ne serait pas mûr pour une révolution socialiste. Il faudrait donc d'abord développer le capitalisme dans le pays sur des bases nationales, c'est-à-dire indépendamment de l'impérialisme américain. Et pour ce faire, il faut une politique d'alliance avec la bourgeoisie nationale, c'est-à-dire avec la démocratie chrétienne. Alors, l'idée du PC, c'est de nationaliser les très grandes entreprises, mais de ne pas toucher au reste du secteur privé. Et même s'il parle de pouvoir populaire, de gouvernement populaire, il n'entend surtout pas toucher aux structures de l'État bourgeois. Le pouvoir populaire, pour le PC, c'est tout simplement un gouvernement de gauche. Alors ensuite, on a le Parti socialiste, alors 50 à 60 000 militants, mais qui va connaître une très forte croissance pendant la période de l'unité populaire, puisque il double ses effectifs en 3 ans. Donc c'est un parti qui a participé à de nombreux gouvernements. Allende, il a été ministre de la Santé en 1938, mais c'est aussi un parti qui tient un discours très à gauche, voire un discours révolutionnaire. En fait, il y a 2 tendances fortes qui se dégagent dans ce parti. Une première tendance, alors 2 tendances à peu près égales en fait, une tendance qui critique le réformisme et la révolution par étapes, et la tendance des modérés, Allende à leur tête, plus proche du PC, très important à la fois dans l'appareil, mais y compris à la base. Donc en conclusion, le Parti socialiste chilien, c'est un parti qui oscille entre pratiques réformistes et discours plus ou moins révolutionnaires. Ensuite, on a le MAPU,
le Movimiento de Acción Popular Unitaria, le mouvement d'action populaire unitaire. C'est un petit parti issu d'une scission de la démocratie chrétienne, et c'est un parti qui voudrait unir tous les partis de gauche dans un grand parti révolutionnaire, un front large des travailleurs qui exclurait les partis de droite. En fait, ils sont assez flous dans leur projet politique, ils oscillent, pareil, entre discours révolutionnaires et défense de la voie pacifique vers le socialisme. Et enfin, à l'extrême gauche, on a le MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, mouvement de gauche révolutionnaire, environ 2000 militants à la fin des années 60 et entre 6000 et 15 000 en 1973. Donc c'est un parti qui est fondé en 1965, qui rassemble en fait de nombreux petits groupes révolutionnaires. À son congrès fondateur, il affirme vouloir contester l'hégémonie réformiste du Parti communiste et du Parti socialiste. Donc pour eux, les conditions sont mûres pour la révolution socialiste. Ils rejettent l'idée d'une voie pacifique vers la révolution et ils jugent nécessaire la lutte armée. Alors, dans les faits, en fait, ils ont une politique qui est peu constante, qui est assez hétéroclite. Alors, d'un côté, ils ont un penchant pour le terrorisme et les coups d'éclat armés, donc des attaques de banques, ou par exemple, ils vont prendre le contrôle d'une radio nationale pour appeler la population à prendre les armes et à renverser le gouvernement. Ils séquestrent des journalistes de droite. Voilà, ça c'est pour le versant un peu terroriste. Et de l'autre, ils ont quand même des tentatives d'implantation dans certains secteurs ouvriers, notamment ceux qui sont délaissés par le Parti communiste et par le PS. Alors, ils sont implantés un peu dans le textile à Santiago, dans quelques mines de charbon au sud, mais surtout chez les paysans, et alors en particulier, ils sont implantés chez les pobladores, dans les campamentos. Alors, ce parti, avec l'accession d'Allende au pouvoir, il proclame la fin de la lutte armée et se lance dans une politique de soutien critique au gouvernement, c'est-à-dire qu'ils vont appuyer les réformes dites progressistes et anti-impérialistes, ils vont fournir une garde rapprochée à Allende, tout en rappelant la nécessité d'un affrontement armé avec les capitalistes et la nécessité d'une révolution socialiste. Et enfin, au niveau syndical, on a la Centrale unique des travailleurs, la CUT. En fait, donc il y a un syndicat de travailleurs au Chili. Donc c'est un syndicat qui est immense. Il organise entre 600 000 et 700 000 travailleurs en 1970. Donc il y a une syndicalisation qui est très forte dans la grande industrie et plus faible dans les petites entreprises du textile, du bâtiment, la petite industrie, l'alimentaire. Bon, tout de même, il y a 50% du prolétariat industriel qui est organisé dans la CUT. Alors, elle réunit tous les travailleurs et principalement ceux de la démocratie chrétienne, du PC et du PS. D'accord ? Donc, dans ce syndicat, il y a aussi des gens de la démocratie chrétienne, quoi. C'est un syndicat qui est contrôlé par le PC, mais voilà, la démocratie chrétienne et le PS vont avoir un poids important dans le syndicat. Alors, l'unité populaire, du coup. L'unité populaire, c'est une alliance électorale, en fait, une alliance électorale entre le Parti communiste, le Parti socialiste et le MAPU principalement. Il y a d'autres petits partis, mais bon, ce n'est pas la peine d'en parler. Alors, son programme, il se base sur 3 thèses. La première thèse, c'est la possibilité d'une alliance avec la bourgeoisie nationale progressiste pour développer l'économie chilienne. La deuxième thèse, c'est que sur les bases de ce développement capitaliste de l'économie, il y aurait la possibilité d'une transition graduelle au socialisme en se servant des institutions étatiques. Et la troisième thèse, et qui est importante vraiment pour comprendre tout ce qui va se passer au Chili entre 1970 et 1973, c'est la thèse de la constitutionnalité des forces armées, c'est-à-dire de leur respect de la Constitution et du suffrage universel. Alors, le ministre de la Défense de l'Unité populaire, à peine nommé, il va annoncer clairement la couleur. Je vous le cite, il dit « Je ne permettrai pas que les partis politiques s'introduisent dans les rangs des forces armées, quelles que soient les circonstances. Je l'ai dit, je le soutiens et je le réaffirme, le gouvernement populaire s'est engagé, et il faut tenir parole face au pays, à ce qu'il n'y ait aucune autre force armée au Chili que celle des institutions, c'est-à-dire l'armée de terre, la marine, l'aviation et les forces de police. Le peuple n'a pas besoin d'un autre moyen de défense que son unité et son respect envers les forces armées de la patrie. » Alors, sur cette base, l'Union populaire menée par Salvador Allende avance un programme comprenant la nationalisation complète des mines de cuivre, c'est-à-dire le rachat de tous les capitaux étrangers, l'extension de la réforme agraire, des réformes sociales et progressistes, augmentation des salaires, indexation des salaires sur l'inflation, accès à l'éducation et à la santé, construction de nombreux logements.
Et une notion un peu importante à comprendre, c'est que Allende va mettre en avant l'idée de pouvoir populaire. Alors il faut comprendre ce que c'est dans la tête d'Allende, mais c'est quelque chose qui va, on va dire que dans la classe ouvrière, chacun va s'en faire un peu sa propre idée de ce pouvoir populaire. Donc pour Allende, en fait, il s'agit d'intégrer le mouvement ouvrier organisé, principalement les syndicats, mais aussi les diverses organisations populaires, comme les comités de pobladores, par exemple. Donc il s'agit de les intégrer à une forme de cogestion. Le but de cette intégration, c'est à la fois de s'appuyer sur ces organisations pour soutenir et mettre en place le programme de l'unité populaire, mais c'est aussi d'empêcher les tentatives de débordement du programme. Alors, donc l'unité populaire se présente aux élections de septembre 1970, et donc c'est une élection qui se déroule à un tour. Donc vous voyez, Allende, il arrive en tête avec 36% des voix, contre 35% contre le candidat du Parti national, et 28% pour le candidat de la démocratie chrétienne. Donc il n'a pas la majorité absolue. Vu qu'il n'a pas la majorité absolue, il va devoir être élu par le Congrès, s'il veut devenir président. Et le Congrès, il est composé de 80 représentants qui sont acquis à l'unité populaire, mais aussi de 45 acquis au Parti national et 75 acquis à la démocratie chrétienne. Donc il va quand même réussir à se faire élire, mais pour ça, il va passer un pacte avec la démocratie chrétienne. Donc ce pacte, il implique de garantir les droits de l'opposition et surtout son accès aux médias. Il implique aussi de déclarer l'inamovibilité des fonctionnaires et donc de ne pas virer ceux qui s'opposeraient à la mise en place des réformes de l'unité populaire. Il implique aussi de ne pas toucher à l'armée et notamment de renoncer à la partie du programme de l'unité populaire qui prévoyait la démocratisation des forces armées, c'est-à-dire tout simplement d'accorder le droit de vote aux soldats. Il n'y avait que les officiers qui avaient le droit de vote. Et donc aussi de renoncer à tout travail politique en direction des forces armées. Et donc ça voulait dire laisser les soldats sous l'influence des hauts gradés qui, eux, n'allaient pas se priver d'en faire de la politique. Donc ainsi, le journal du MIR, El Rebelde, fut saisi en septembre 1971 pour avoir réclamé des droits démocratiques pour les soldats. Enfin, dernier point de l'accord important, donc je cite l'accord, les associations de quartier, les centres ouvriers, les syndicats, les coopératives et autres organisations sociales ne peuvent en aucun cas prétendre représenter le peuple ou se substituer à lui, ni tenter d'exercer des pouvoirs appartenant aux autorités politiques. Donc pas touche aux institutions de l'État. Alors, arrivé au pouvoir, donc Allende se fait élire président avec les voix de la démocratie chrétienne, et quand il arrive au pouvoir, il met en application son programme. Allende ne trahit jamais, il fait toujours ce qu'il dit. Donc, sur le plan social, en dehors de l'attribution gratuite d'un demi-litre de lait quotidien à chaque enfant, qui fut l'une des mesures les plus populaires, les salaires furent augmentés de 35% pour les employés, 70% pour les militaires et les fonctionnaires, 100% pour les ouvriers et les paysans. Près de 200 000 emplois furent créés en un an et les prix furent bloqués. L'inflation qui atteignait 35% en 1970, elle tomba à 20% l'année suivante, et le chômage dans le Grand Santiago, dans le même temps, il passa de 8,3% à 3,8%. Sur le plan économique, le gouvernement procéda aux nationalisations annoncées en rachetant au prix fort les entreprises à leurs propriétaires. Alors d'ailleurs, la nationalisation des mines, elle fut votée avec les voix de la droite, puisque c'est l'unanimité du Congrès qui vote pour la nationalisation complète des mines. Alors, les entreprises qui sont nationalisées ou réquisitionnées, elles passèrent dans ce qu'on appela l'ère de la propriété sociale. Alors, le gouvernement tenta alors d'intégrer des représentants des salariés à la direction des entreprises, donc une certaine forme de cogestion dans les entreprises qui ont été nationalisées. Le but, c'était d'augmenter l'investissement des salariés dans leur travail en leur donnant l'idée qu'il s'agissait maintenant de leur usine. Alors cela s'inséra dans une campagne de la bataille de la production, mise en avant par le gouvernement et avec un certain succès, puisque en 1971, la production intérieure, elle augmenta de 8,5%, alors qu'elle stagnait à la fin du gouvernement Frey. Alors, le gouvernement Frey, il prévoyait un nombre réduit de grandes entreprises qui devaient passer dans l'ère de la propriété sociale. Mais Allende, en fait, il fut poussé beaucoup plus loin qu'il ne le souhaitait par les mobilisations ouvrières. Donc là, je vous cite un exemple, c'est l'occupation et la nationalisation de l'usine Yarour en avril 1971.
Donc, c'est une usine textile de 4000 salariés. En 1970, le mouvement syndical de Yahrour, il est encore jeune et peu expérimenté. Mais les élections syndicales qui se déroulent à la fin décembre 1970, elles confirment la présence d'un fort contingent d'ouvriers favorables à la gauche, puisque les candidats qui sont liés à l'unité populaire, ils obtiennent 1200 voix contre 2900 pour l'opposition. Alors, au cours d'une assemblée générale, les salariés exigent l'expropriation de l'entreprise sans compensation pour les anciens propriétaires. Ils appellent à libérer leur usine et l'occupation est décidée le 15 avril 1971. Alors, c'est vraiment une génération de militants assez jeunes qui mènent cette grève, et en particulier, c'est des militants qui sont issus du MAPU et du PS. Et ils vont porter ce mouvement contre, évidemment, l'opposition de droite, mais aussi contre le Parti communiste qui se bat vraiment fort contre cette nationalisation. Alors, ce mouvement en faveur de la réquisition de Yahrour s'effectue sur la base d'un clair débordement du gouvernement et des directions des partis de la gauche. Le 28 avril 1971, le gouvernement cède et décrète la nationalisation de Yahrour. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment par dizaines sur cette époque. Alors, ces mouvements pour l'extension de l'ère de la propriété sociale, ils donnèrent lieu à l'apparition d'un type d'organisation unique à la période de l'unité populaire au Chili, c'est les cordons industriels. Alors, les cordons industriels, à la base, c'est plus une dénomination géographique. En fait, cordons industriels, ils vont tirer leur nom de la forme prise par les communes industrielles dans la banlieue de Santiago. Donc là, en fait, les cordons industriels, c'est ce que vous voyez en rouge. En fait, c'est des communes de la banlieue qui vont se développer le long des axes routiers parce que tout le long des grands axes routiers, c'est là que vont s'installer des usines qui vont former comme un petit chapelet. Donc là, vous avez le cordon industriel. Et donc, en juin 1972, une succession de grèves a lieu dans le cordon industriel de Maipú-Cerrillos pour obtenir la nationalisation de diverses entreprises. Donc, le cordon de Maipú-Cerrillos, c'est celui que vous avez là au sud-ouest de Santiago, celui-ci. Donc Maipú, c'est la plus grande commune industrielle de Santiago. Il y a 117 000 habitants, 250 entreprises qui occupent 46 000 salariés dans le textile, la métallurgie, l'automobile, des conserveries. Voilà. C'est des entreprises qui sont assez grandes, en moyenne plus de 100 salariés par entreprise, et on a beaucoup d'entreprises où on a des syndicats qui comptent plus d'une centaine d'adhérents. Alors depuis janvier 1972, il y a le MIR qui est un peu implanté dans ce cordon, qui pousse à la coordination des diverses entreprises en organisant des réunions de représentants des différentes usines. Alors le conflit va se cristalliser autour de la conserverie Perlac, où les militants révolutionnaires ont réussi à s'implanter. Donc les militants du MIR. Alors, une petite anecdote, donc ils commencent à se mettre en grève, ils occupent leur usine, et donc il y a la ministre communiste du Travail, Mireia Baltra, qui tente de visiter l'usine un peu pour les ramener à la raison, pour dire qu'il ne faut pas nationaliser, et elle vient avec un représentant de la CUT locale, mais en fait les syndicalistes de Perlac, ils refusent de laisser rentrer le représentant de la CUT, puisqu'il l'accueille, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as jamais soutenu aucune grève, pourquoi tu viens nous parler maintenant ?» Donc s'ensuit un échange d'invectives au cours duquel la ministre traitée de bourgeoise va gifler un représentant de Perlac. Alors là, la ministre, elle assume totalement, puisque donc là c'est un extrait de la presse qui reprend les paroles de la ministre. Et donc elle va parler de militants insolents et provocateurs, spécialement celui à qui j'ai donné une gifle. Alors, juste cette anecdote, je vous la raconte parce qu'elle illustre bien l'antagonisme croissant qui se crée entre certains secteurs de la classe ouvrière, et je dis bien certains secteurs, et donc le gouvernement d'un autre côté. Et c'est un antagonisme qui commence aussi à se manifester dans certains partis politiques, donc entre la base de ces partis et leur direction, et notamment au Parti socialiste. Donc en fait, c'est vraiment dans ce contexte qu'il faut comprendre l'apparition des cordons industriels. Donc là, le 28 juin 72, voilà, on est ici, donc le 28 juin 72, a lieu une réunion représentant où se présente une dizaine de délégués d'entreprises qui veulent se coordonner pour faire pression pour rentrer dans l'ère de la propriété sociale.
Le lendemain, il y a une nouvelle réunion. Cette fois, elle réunit des délégués de 30 entreprises. Alors, si le nombre d'entreprises représentées prend de l'ampleur, c'est que les militants socialistes, contre la direction de leur parti, ils ont pris la décision de rejoindre la coordination. Alors, cette coordination, elle va prendre la décision d'occuper les voies d'accès à la commune, en fait, de les bloquer pour faire pression et demander d'entrer dans l'ère de la propriété sociale. Et pour s'organiser, ils vont constituer ce qu'ils appellent un commandement coordinateur des travailleurs du cordon Maipú-Cerrillos, qui devient plus tard tout simplement le cordon industriel Maipú-Cerrillos, ou le cordon Maipú-Cerrillos, qui en fait est une coordination des différentes usines qui luttent dans cette commune. Donc, le cordon Cerrillos qui manifeste. Le 30 juin, les barricades sont construites en plusieurs points d'accès de la commune et le cordon industriel publie un texte appelant les ouvriers des entreprises qui ne sont pas encore dans la coordination à les rejoindre. Puis, le cordon organise une manifestation réussie dans Santiago en soutien à toutes les entreprises en lutte. Alors finalement, la mobilisation, elle a un écho national et le gouvernement, en fait, il cède sur la réquisition de Perlac et sur la nationalisation de Polychrone et Alminio Selmono, qui étaient en fait les trois grandes entreprises à l'initiative du mouvement. Alors, le cordon Maipú-Cerrillos, il publie un manifeste qui appelle, je le cite, à soutenir le gouvernement Allende dans la mesure, et ils disent bien dans la mesure, où celui-ci représente les luttes et les mobilisations des travailleurs. Il demande aussi l'expropriation de toutes les grandes entreprises, mais aussi de celles où les propriétaires saboteraient la production ou seraient en conflit avec les syndicats. Et des entreprises où il y a des conflits avec les syndicats, à ce moment-là, il y en a énormément. Dans toutes les entreprises, il demande le contrôle ouvrier de la production au travers le contrôle ouvrier de la production donc au travers de délégués révocables par la base, l'expropriation des terrains non agricoles et la création d'une entreprise publique du bâtiment sous contrôle des ouvriers et des habitants. Donc là, en fait, on voit l'influence du mouvement, là, dans cette revendication, l'influence du mouvement Pobladores, d'accord ? Dans le cordon Maipú-Cerrillos, il y en a aussi qui viennent de Campamentos et donc ils vont intégrer ces revendications. Et ils demandent l'expulsion des représentants de la bourgeoisie dans les administrations étatiques. Ils voient bien qu'il y a des fonctionnaires qui leur mettent un peu des bâtons dans les roues et donc ils veulent les virer. Alors c'est un manifeste qui est très radical, mais qui ne doit pas nous tromper sur ce qu'est le cordon Maipú-Cerrillos. Alors certes, la tentative de coordination d'usines en lutte, elle est intéressante, mais l'initiative qui est prise par le MIR et des militants Mao, elle va prendre de l'ampleur que quand elle est rejointe par le Parti socialiste local qui va y mettre toutes ses forces. Alors sur 46 000 travailleurs, qui anime le cordon Maipú-Cerrillos, on a un noyau de 300 à 400 personnes et entre 2000 et 5000 personnes dans les moments les plus importants. Alors c'est déjà pas mal, mais d'une part, en fait, les représentants des entreprises ne sont pas forcément élus sur cette base en tant que représentants de leur entreprise au cordon. Il s'agit en fait parfois des représentants syndicaux, des anciens représentants syndicaux qui y vont sans informer forcément les autres ouvriers de l'usine. Et on a même en fait des fois des travailleurs qui vont arriver un petit peu sans mandat en disant voilà, je représente mon usine. Donc c'est un petit peu à relativiser aussi cette histoire de coordination. Bon, c'est quand même une des plus abouties. Ensuite, d'autre part, la coordination, elle est réelle que dans certains moments de tension. Et elle perd en activité après chaque victoire qui consiste en fait en l'obtention d'une nationalisation ou d'une réquisition d'une entreprise. En fait, les travailleurs ils suivent encore massivement l'unité populaire et lorsque les maoïstes qui sont un peu implantés dans le cordon, ils appellent à l'insurrection armée, ils se font copieusement jeter par les ouvriers. Alors n'empêche, l'apparition des cordons, elle manifeste la volonté chez une fraction non négligeable du prolétariat de dépasser le programme de l'unité populaire. Et le mouvement des Pobladores, il s'inscrit dans la même perspective. Alors, après l'élection d'Allende, le nombre d'occupations de terrains et d'installations de bidonvilles illégaux, il explose. On a 29 occupations en 69, 350 en 70 et 560 en 1971. Donc le MIR, il est très impliqué dans le mouvement des Pobladores, qu'il considère comme un secteur capable de porter le changement révolutionnaire, car ce sera un secteur plus explosif du fait de sa grande précarité. Donc le MIR va fonder une organisation de masse, satellite du parti, le mouvement des Pobladores révolutionnaires, qui organise 20 000 personnes tout de même. Alors, dans les campements qu'ils impulsent, les militants du MIR, ils tentent d'en faire des lieux très organisés et combatifs.
avec instauration de groupes de défense, dites milices populaires, qui tâchent de faire respecter un règlement de l'occupation qui a été rédigé et voté par les habitants. Il tente aussi d'organiser une vie collective qui remet en cause les schémas traditionnels et notamment de la famille patriarcale, avec des heures de travaux collectifs, des repas pris en commun, des crèches, des formations pour les femmes. Les femmes sont très... enfin, l'emploi des femmes au Chili, j'ai pas l'impression qu'il soit très développé à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a des formations pour les femmes qui deviennent souvent alors miliciennes de la santé ou puéricultrices. Alors, il ne faut pas s'imaginer que ça devient un paradis égalitaire, c'est des tentatives qui ne changent pas tout d'un coup, bien sûr. Alors, tout de même, je vais me pencher sur un exemple pour voir justement les réalisations et les limites de ces campamentos. Donc, cet exemple, je vais le prendre, donc, c'est le campamento de Nueva Habana, donc, qui est fondé en 1970, et donc c'est vraiment des militants du MIR, hein, on voit les drapeaux, c'est des militants du MIR quand même qui sont à la base de ce mouvement. Alors, il est créé en novembre 1970. Dans ce campamentos, on a 30% des chefs de famille qui sont ouvriers et en plus 30% qui sont salariés dans la construction. Alors, un ouvrier, donc le campement, là c'est le point E ici, pour vous le situer un peu dans Santiago. Alors, un ouvrier témoigne et nous explique un peu comment fonctionne le camp. Donc il dit, c'est la chose la plus démocratique que j'ai connue de ma vie, dans la forme d'élection des dirigeants, tant dans la direction du campamento que des dirigeants de base des manzanas. Alors, les manzanas, là vous voyez, c'est toutes celles là, qui sont notées par les lettres. Les manzanas, en fait, c'est un peu un district, un bloc de bidonvilles dans le campement. Et donc il explique, hein, Nueva Habana, c'était 1500 familles divisées en 24 manzanas, et chaque manzana est composé de 64 logements, plus un pour le local de la manzana. Dans le local se déroulait toute la vie de chaque manzana. Toutes les fins de journée s'y réunissaient les pobladores, ils discutaient des problèmes de santé, de surveillance, de ravitaillement, d'éducation. Alors sur place, on a un front de santé qui est animé par des miliciennes de la santé. Chaque manzana, elle a une équipe qui est dédiée à cette tâche et qui travaille en lien avec une polyclinique qui est installée au centre du campement. Alors, les miliciennes, elles participent notamment en fait, à l'éducation, à l'hygiène des familles. Et surtout, elles vont organiser des occupations d'administration du ministère de la Santé, grâce auxquelles, en fait, elles vont gagner la reconnaissance légale de leur service, la reconnaissance légale de la polyclinique, qui va être ensuite liée à l'hôpital le plus proche, lequel enverra des médecins volontaires et des médicaments. Alors, au niveau de la sécurité du campement, ils vont mettre en place un comité de vigilance. Et puis, pareil, là, je vais vous citer un ouvrier. Je vous l'ai mis en espagnol pour les amateurs. Le front de surveillance, donc cet ouvrier, il nous dit, alors il fait partie, lui, du front de vigilance. Il dit, le front de vigilance est composé de 26 camarades, mais le groupe qui fonctionne quotidiennement pour les rondes est d'environ 18 camarades. Les autres se reposent. Autrement dit, nous faisons des tours de garde. La première ronde se fait de 21h à 2h du matin, la deuxième de 2h à 4h et la troisième de 4h à 6h. Le front de surveillance est chargé de veiller et de surveiller tous les jours à l'intérieur du campement, là où la construction est en cours. C'est son engagement afin d'éviter les vols de matériaux. À l'intérieur du campement, le garde est responsable de tout ce qui s'y passe. Chaque îlot a un sous-front de surveillance interne. Ainsi, tous les 25 jours, un habitant est chargé de la garde, c'est-à-dire qu'un îlot différent prend le tour tous les 25 jours. Donc, de ce que j'ai compris, c'était pas très clair, mais de ce que j'ai compris, c'est que y a 25 manzanas ou 24, et puis chaque jour, une manzana va fournir une personne qui est de garde et qui va être le garde pour tout le campement pendant la journée. Et puis il explique, alors quelles sanctions appliquons-nous ? Par exemple, ici nous avons le cas d'un camarade, un gamin qui était spécialisé du vol. Nous l'avons attrapé et comme sanction, nous lui avons imposé 1 mois de travail volontaire au service de toute la population. Alors en fait, la plupart du temps, le comité de vigilance, il gère de menus larcins, des problèmes de voisinage ou intrafamiliaux. Il lutte contre les violences conjugales, contre l'alcoolisme et la prostitution. Alors, mais dans certains cas, on voit toutes les limites de ces cadres d'auto-organisation. Alors je vous raconte un autre cas là, qui s'est passé dans ce campement. En avril 72, il y a une institutrice qui intervenait dans le campement qui est violée par un habitant du camp. Alors elle retrouve le violeur avec des amis à elle, dont certains sont membres de l'exécutif du campement, et ils sont prêts en fait à l'exécuter sur place.
Alors heureusement pour le gars, il y a des membres dirigeants du campement qui arrivent, dont le président Alejandro Villalobos, qui est un militant du MIR. Ils affirment qu'il faut traduire l'accusé devant la justice du campement. Ils disent, bon ben, c'est le directoire, donc là vous voyez le directoire, c'est un peu le parlement du campement qui est élu. Donc c'est le directoire qui va mener l'enquête et puis ensuite il présentera le cas devant l'Assemblée des Manzanas qui prendra une décision. Sauf que le directoire, il ne s'empare pas directement de l'affaire, il reporte son enquête. Donc ça traduit aussi un petit peu de la mentalité de l'époque. C'était peut-être pas si important pour le directoire. Alors, les amis de la victime qui sont membres d'organisations d'extrême gauche concurrentes à celles du MIR, ils vont se saisir de l'occasion pour justement discréditer les militants du MIR et ils vont organiser une grande assemblée générale avec 2000 participants du campement. Au début, cette AG, elle va se prononcer pour l'exécution de l'accusé alors qu'ils ne l'ont même pas encore entendu. Finalement, Villalobos, là, le chef du MIR, il arrive à différer la décision, et notamment à ce qu'on entend de l'accusé. Il convainc en fait l'AG alors, de reporter un petit peu sa décision, et donc il dit ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des assemblées générales dans chaque Manzanas qui va élire un délégué dans une commission spéciale qui va être chargée de juger l'affaire. La commission, elle va entendre l'accusé. Elle va procéder à son enquête. Ensuite, chaque représentant reviendra dans sa manzana, présentera la situation, elle se réunira de nouveau, elle prendra une décision qu'elle présentera ici en assemblée générale à tout le campement. Donc c'est ce qui est fait. Et finalement, en fait, la décision qui est prise, c'est après qu'il ait été manifeste que l'accusé souffre en fait de maladies psychiatriques, la décision est prise de l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Et si cet hôpital le trouve normal, alors il faudra le livrer à la police. Alors, j'imagine que d'une certaine manière, les dirigeants du campement et les militants du MIR, ils sont bien contents que l'accusé souffre d'une maladie psychiatrique parce que ça leur évite de le livrer directement à la police. Mais en fait, moi je trouve que cette histoire, elle est intéressante parce que ça montre aussi les limites de telles expériences. On ne peut que saluer ces tentatives dans lesquelles on voit que le prolétariat pourrait prendre en charge l'organisation de toute la vie sociale, mais en fait, on voit aussi que ça ne peut pas vraiment être totalement possible à une échelle seulement locale, et finalement, dans des cas graves, là, ils vont quand même le remettre aux autorités, quoi. Alors, dans tous les cas, avec les grèves et les occupations d'usines, avec la création des cordons industriels et avec le mouvement des pobladores, on voit que la force motrice des changements qui ont lieu au Chili à partir de 1970, eh bien, cette force, elle vient moins du gouvernement d'Allende que des travailleurs en lutte. Et cette activité des masses, elle va aller crescendo avec les premières difficultés que va poser la résistance de la bourgeoisie et de l'impérialisme. Alors, dès l'arrivée d'Allende au pouvoir, les États-Unis arrêtent de livrer des pièces détachées et les machines-outils indispensables à l'industrie et au transport du pays. Juste pour un exemple, durant la période de l'unité populaire, il y a 30% des bus qui se retrouvèrent hors d'état de marche, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les pièces détachées pour assurer la maintenance des bus. Et ça, c'est vraiment sur toute l'industrie qu'on va avoir de tels problèmes. Alors de plus, avec l'augmentation des revenus du prolétariat, on assista à une hausse de la demande pour laquelle l'industrie chilienne n'était pas dimensionnée. Alors pour développer cette industrie, le gouvernement avait fait 2 paris qui se sont révélés perdants. D'une part, il comptait sur les investissements du secteur privé, notamment avec l'argent engrangé par les capitalistes dont les entreprises avaient été rachetées par l'État. D'autre part, il espérait pouvoir réinvestir les revenus dégagés par le secteur public. Alors, mais premièrement, la bourgeoisie chilienne, elle se gardait bien d'investir ses capitaux et elle organisait plutôt en fait, le boycott de la production dans les usines qu'elle contrôlait. Deuxièmement, les entreprises du secteur public, elles se retrouvèrent vite en situation déficitaire. En effet, en fait, les charges induites par leur rachat aux anciens propriétaires qu'il fallait bien rembourser, eh bien, que Allende avait décidé de rembourser, eh bien, ces charges, en fait, elles pesèrent beaucoup dans le coût de revient de la production, alors que, d'un autre côté, les prix avaient été bloqués. De plus, alors que la nationalisation des mines de cuivre avait été payée au prix fort, eh bien, là, pas de chance, puisque les cours de ce métal chutent de 30% à la fin de l'année 1970. Donc la balance commerciale du pays, qui atteignait un excédent de 91 millions de dollars en 1970, elle atteignait fin 1971 l'impressionnant déficit de 315 millions de dollars. Le déficit public ne cessait de s'alourdir, mais le Parlement, qui était dominé par la démocratie chrétienne et le Parti national, bloquait toute réforme fiscale qui aurait pu permettre de récupérer l'argent que la bourgeoisie refusait d'investir dans l'économie.
Alors ce déséquilibre entre l'offre et la demande ne pouvait pas manquer de provoquer une inflation d'autant plus forte que le secteur de la distribution était détenu à 80% par la bourgeoisie. Alors celle-ci ne manqua pas de se lancer dans de vastes opérations spéculatives. Cette dernière avait autant pour but de s'enrichir que de déstabiliser les pays. Ainsi, alors que dans les quartiers populaires et dans les classes moyennes, les magasins étaient de moins en moins bien achalandés, sur le marché noir, on trouvait pour des sommes faramineuses des biens dont les prix étaient officiellement bloqués. Et la photo là, que je vous ai mise, c'est justement, là c'est un fonctionnaire du gouvernement qui est dans une cache, visiblement c'est des commerçants, des membres de la bourgeoisie, qui ont en fait caché tout un tas de marchandises pour ne pas avoir à les vendre dans des magasins avec des prix fixés, mais c'est pour les vendre sur le marché noir. Et donc son fonctionnaire, s'il intervient, c'est sûrement que cette cache elle a été découverte par des membres de comités qu'on appelle les JAP. Alors là, je vais vous parler donc les JAP, alors plutôt JAP, les JAP, Juntas de Abastecimiento y de Control de Precios, c'est des juntes de ravitaillement et de contrôle des prix. Alors, l'idée des JAP, elle émerge en 1971, au cours d'une réunion entre le ministre de l'économie Vučković, qui est un peu l'aile gauche du gouvernement, réunion entre lui et des militantes de gauche d'un quartier populaire. Alors, les JAP, elles sont d'abord pensées comme un moyen de pression locale pour contrôler l'arrivée des marchandises et l'application par les commerçants des prix réglementaires sur les denrées de première nécessité. Elles sont formées à l'initiative de membres des comités de quartier, mais intègrent aussi des représentants des syndicats et des petits commerçants. Et ces derniers, ils sont incités à rentrer dans le système de production et de distribution étatique. La présidence des JAP leur est offerte pour ceux qui veulent s'y intégrer. Donc là, ici, on voit un boucher qui affiche donc cette boucherie travaille contre la JAP de l'unité de voisinage numéro 16. Elle respecte les prix et le poids juste signé la JAP. Donc enfin, les JAP locales sont coordonnées par un comité comprenant des représentants de la COUT, donc le syndicat, des carabiniers, les carabiniers c'est les gendarmes en fait, de la chambre de commerce de détail et du ministère de l'économie. Donc là vous voyez c'est plutôt quelque chose qui vient du gouvernement, même si on verra que les masses populaires vont s'en emparer. Alors, le gouvernement va donner un cadre légal aux JAP et en fixer les limites en avril 1972. Alors, les JAP doivent se coordonner avec l'État, par exemple, en faisant remonter des besoins ou en signalant des commerçants qui ne respectent pas le maximum des prix. Mais, surtout, en aucun cas, les JAP ne peuvent prendre en charge elles-mêmes le ravitaillement et la commercialisation des denrées. Donc, en octobre 1971, il y a 60 JAP. 416 en mars 72, et en juillet 72, il y en a 988. Mais début 73, les JAP travaillent avec seulement 8000 petits commerçants sur les 300 000 que compte le pays. Donc à part pour le sucre, la viande et les produits de la mer, la distribution de nourriture reste toujours majoritairement aux mains du secteur privé. Alors le problème du ravitaillement, il restera irrésolu tout au long de l'expérience de l'unité populaire. Or, ce problème, en fait, il est particulièrement durement ressenti par les classes moyennes. En effet, elles ont peu accès au marché noir qui demeure un peu trop cher pour elles, et en même temps, elles ne sont pas habituées à se priver comme le prolétariat. Et l'opposition de droite va jouer à fond sur ce mécontentement des classes moyennes. Dès décembre 1971, elle fait descendre dans la rue des dizaines de milliers de femmes des quartiers aisés, celles-ci souvent avec une casserole vide à la main, en tentant de dénoncer les privations dont elles seraient victimes. Alors elles sont encadrées par les troupes de fascistes de Patrie et Liberté qui en profitent pour créer des troubles en s'affrontant aux forces de l'ordre. Donc là vous voyez les drapeaux de Patrie et Liberté, les fascistes qui sont là tout autour, et les bourgeoises bien habillées qui défilent bien en rang. Voilà, c'était ce genre de manifestation. Mais à la fin, il y avait quand même les troupes de Patrie et Liberté qui allaient s'affronter avec la police et créer des troubles. Et donc, Allende, il choisit alors de décréter l'état d'urgence à Santiago, c'est-à-dire de s'en remettre aux militaires. Le message, il est clair. Pour faire régner l'ordre et se protéger des attaques de la droite, le peuple, il doit rester à sa place et s'en remettre à l'armée. Alors, en
À l'été 1972, les commerçants se mettent en grève. Ceux qui ouvraient leurs magasins étaient attaqués par les troupes fascistes de Patrie et Liberté et leur commerce saccagé. Et l'offensive bourgeoise, elle va donc culminer en 1972. Je vous montre un petit passage de la décision qu'ils vont prendre. Ils ont bien fait monter la tension durant toute l'année 72. Et puis là, en fait, on a une réunion. En fait, c'est une réunion du MEDEF du Chili, en gros, quoi, hein. Donc c'est tout le patronat voilà, qui se réunissent et qui vont prendre cette décision. Fue así, señores empresarios, como el directorio de la Confederación dio las instrucciones correspondientes a todas nuestras organizaciones gremiales para que a contar de ayer martes de las 0 horas se paralizaran los servicios de todo Chile. Donc, en fait, cette décision, elle suit de quelques jours le début d'une grève une grève des camionneurs. Alors, le secteur du transport au Chili, il est alors éclaté et aux mains d'une multitude d'entreprises privées. Donc là, on a 169 syndicats de propriétaires, ça va de l'indépendant aux entreprises de plus de 30 poids lourds. Donc en tout cas, ils se mettent en grève, soutenus et financés par la CIA et par la bourgeoisie locale. Alors dans un pays qui est tout en longueur, vous avez vu, et où le transport ferroviaire est peu développé, l'effet est immédiat. Combustibles, matières premières, denrées alimentaires, cargaisons maritimes sont immobilisés. Et donc, c'est dans ce contexte que le syndicat du grand patronat chilien demande aux industriels en fait, de procéder à la paralysie de leurs activités. Donc le but est vraiment de couler l'économie du Chili. Alors les étudiants de l'université catholique, les médecins, ingénieurs et conducteurs de bus se joignent à la grève. La démocratie chrétienne, le Parti national et tous les grands médias vont afficher leur soutien à la grève. Alors, durant tout son mandat, y compris pendant la grève d'octobre, Allende garde le même objectif, de 70 à 73. Cet objectif, c'est de parvenir à une alliance avec la démocratie chrétienne pour faire passer ses lois au Parlement. Il n'a pas la majorité, donc il dit, c'est avec la démocratie chrétienne que j'aurai la majorité, il me faut une alliance avec eux. Et donc pour ce faire, il essaie d'apparaître comme celui qui pourra contrôler l'ébullition du monde du travail. Donc la grève démarre le 11 octobre, et le 13 octobre, il s'adresse au pays et il invite le peuple à la politesse et à la réflexion. Il demande aux travailleurs de se maintenir dans la tranquillité et le calme absolu, de produire et de travailler pour le pays, de ne pas occuper les terres ou d'édifices publics et surtout d'éviter toute provocation. Donc une nouvelle fois, il s'en remet aux militaires et il décrète l'état d'urgence. Les officiers, ils ont la responsabilité d'imposer l'ordre dans leur secteur et il appelle les travailleurs à collaborer avec les forces armées. Alors il met en place un commandement unique formé de la COUT et des partis de l'UP qui doit agir dans le domaine du ravitaillement, du transport et de la santé. Les organismes étatiques, par exemple les préfectures, vont agir sous sa direction, mais sans jamais vraiment se donner les moyens d'intervenir. Alors la direction de la COUT, c'est quand même, je vous en parle parce qu'elle est complètement à la ramasse, c'est assez drôle. En pleine grève là, patronale, elle organise des réunions de débat sur les élections internes pour le congrès qui doit avoir lieu le 21 octobre. Alors, l'échec de la grève d'octobre, il est donc avant tout dû à la mobilisation à la base, y compris, donc on en est là, les grèves octobre 72. Ça, c'est les camions qui sont immobilisés par les camionneurs. Donc, cette grève, en fait, elle est mise en échec par les ouvriers à la base, et donc y compris par des équipes militantes d'organisations qui sont fortement intégrées à l'unité populaire. Par exemple, à Valparaiso, c'est la direction locale de la COUT qui pousse pour la mise en place de cordons industriels, donc de coordination qui doivent se coordonner sous sa direction, sous la direction de la COUT, à l'échelle de l'agglomération. Alors dans certains cas, sous la pression de la population, les JAP elles vont agir pour forcer les commerces en grève à ouvrir avec l'appui de certains fonctionnaires du gouvernement. Alors un militant du MIR raconte
Finalement, puisque nous avions notre politique de renseignement, le MIR, vu que ça avait été une organisation armée, ils avaient un petit peu comme ça, enfin, des habitudes de renseignement presque militaire, quoi. Donc, puisque nous avions notre politique de renseignement, là où il y avait du stockage illégal, nous ouvrions illégalement. Alors, face aux patrons qui sabotent la production des usines sont occupées et les travailleurs tentent tant bien que mal de maintenir l'activité. Dans le cordon de Maipú-Cerrillos, des entreprises sont réquisitionnées ou nationalisées après qu'elles ont été occupées par les ouvriers. Alors, dans l'entreprise SIC à Maipú-Cerrillos, une entreprise qui fabrique des meubles, les salariés maintiennent la production alors que tous les techniciens et ingénieurs ont déserté l'usine. Dans une autre usine à Indura, toujours à Maipú-Cerrillos, qui est une papeterie, les ouvriers vont obliger les techniciens à rester sous la menace de les licencier. Alors on organise aussi des brigades de défense des usines qui sont régulièrement attaquées par les bandes fascistes. Alors un témoignage d'une militante de Santiago pour un peu capter l'ambiance de cette mobilisation ouvrière. Elle raconte « Cela a été une chose merveilleuse. Presque toutes les usines de Santiago fonctionnaient sans patron. Les ouvriers mettaient en marche les choses les plus sophistiquées, dessinaient des chaussures, vendaient les produits au marché. Pour ma part, j'ai eu à organiser la mobilisation, faire une liste des camions, industrie par industrie, afin d'amener les produits, voir combien d'ouvriers il y avait dans les usines et aller les chercher et les ramener. Nous allions avec les éboueurs chercher du gaz à Maipú et nous l'amenions à tout Santiago. Les étudiants allaient à la gare chercher des légumes et les distribuer dans les quartiers. » Alors, il s'agit d'un témoignage qui a été recueilli plus de 25 ans après les événements, en 2001, et la militante, elle, enjolive peut-être un peu la situation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une activité foisonnante à la base et indépendante en fait, de l'action du gouvernement. En revanche, on a ici l'impression de quelque chose qui est très coordonné. Or, c'est sûrement ça la limite du mouvement ouvrier de résistance d'octobre. Certes, en plus des occupations et initiatives pour reprendre en main la production et la distribution, les coordinations sous forme de cordons vont se multiplier. Mais au niveau des cordons, on a vraiment de tout. Il y en a 2 ou 3, comme celui de Maipú-Cerrillos, qui sont vraiment les plus aboutis et dont j'ai pointé les limites tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres, comme celui de Valparaíso, qui apparaissent donc, sous la direction de la CUT, qui va s'empresser de les faire disparaître une fois que la grève est terminée. Enfin, il y en a qui ne vont pas avoir d'existence réelle au-delà de leur proclamation, donc sûrement un petit peu des militants, sûrement bien intentionnés, qui se réunissent, qui disent « on proclame un cordon », mais en fait, ils ne représentent pas grand-chose, ils ne sont pas suivis par les ouvriers de leur usine. Alors, en tout cas, au niveau des directions de l'unité populaire, on ne chercha jamais à coordonner toutes ces initiatives au niveau national, ce qui aurait permis de mettre en échec avec encore plus de facilité la grève d'octobre 72. Alors finalement, le 2 novembre, la bourgeoisie n'a pas réussi à mettre le pays à l'arrêt et les camionneurs publient leurs conditions pour reprendre le travail. Ils demandent l'absence de représailles et des limitations de l'extension de l'ère de la propriété sociale. Alors quelques jours avant, le gouvernement a présenté sa démission à Allende qui en propose un nouveau. Et donc ce nouvel gouvernement proposé par Allende, il intègre 4 hauts gradés, dont le général Carlos Prats, que vous voyez à gauche, qui est un militaire fidèle au président. Donc Allende, il espère ainsi rassurer la classe moyenne, la bourgeoisie, et obtenir le soutien de la démocratie chrétienne, qu'il ne lui donne toujours pas. En janvier, le nouveau gouvernement il publie sa feuille de route qui prend le nom de plan Prats-Millas, donc Prats le militaire, et Millas, c'est le ministre de l'économie, qui est issu du Parti communiste. Alors, donc, la bourgeoisie, elle vient de subir une défaite, et pourtant, le plan, il prévoit de rendre 123 entreprises au secteur privé et de réduire l'ère de la propriété sociale à 49 entreprises jugées stratégiques. Alors, le Parti socialiste et le MAPU, ils manifestent leur opposition au programme. La direction du PS, elle affirme ne pas avoir été consultée. Mais l'opposition, elle va plutôt venir donc des cordons. Alors sur les cordons, oui, le programme Prats-Millas, un programme alternatif qui vient donc d'un autre cordon qui a été très actif, le cordon Vicuña-Maquena. Donc à peu près au même moment, en novembre 72, ce cordon il va publier un manifeste
C'est un très long texte qui en fait est inspiré du MIR, c'est vraiment le MIR qui est derrière ce manifeste, mais le MIR arrive à le faire voter et adopter par tout le cordon. Donc, dans son introduction, le manifeste, il appelle à faire signer cette pétition, enfin c'est un manifeste sous forme de pétition, donc il appelle à la faire signer, je cite, « dans toutes les usines, écoles et poblaciones, afin de pouvoir ainsi transformer ces organisations en germe du pouvoir populaire en conseils communaux de travailleurs qui ouvriront progressivement le chemin au pouvoir populaire qui conduira à la création de l'Assemblée du peuple. » Puis, le manifeste, il va mettre en avant des revendications, alors le contrôle des consommateurs et des travailleurs du commerce au travers des JAP sur la distribution, l'expropriation des grandes entreprises, notamment celles du transport, mais aussi de toutes celles qui ont participé à la grève. La création d'entreprises publiques du transport au niveau national et communal, l'échelle mobile des salaires qui apparemment n'a toujours pas été mise en place. Alors le manifeste, surtout, il se termine par des tâches immédiates. Ces tâches immédiates, c'est convoquer des assemblées générales dans les usines, quartiers, écoles, etc., qui doivent mettre à l'ordre du jour, d'abord, de ne pas rendre les entreprises occupées pendant la grève patronale d'octobre et de les intégrer à l'ère de la propriété sociale. Pendant octobre 72, les ouvriers, ils ont occupé leurs usines. Là, Prats et Millas, ils demandent « rendez les usines ». Là, c'est vraiment « non, on ne les rend pas ». Elles doivent aussi mettre à l'ordre du jour, ces assemblées générales, de mettre en place le contrôle ouvrier dans toutes les entreprises et pour ça, mettre en place des comités de contrôle ouvrier. Il faut aussi renforcer les organes de coordination et les créer là où il n'en existe pas. Et ces comités de coordination, ils doivent convoquer des assemblées de base chargées d'établir un programme de lutte et d'élire des délégués à un conseil communal des travailleurs. Alors, le programme, il est diffusé massivement dans les quartiers populaires, dans les campamentos, là où le MIR, en fait, il est implanté. Il est adopté par le cordon Vicuña-Mackenna, mais en fait, les autres cordons industriels, ils restent sous l'influence du Parti socialiste et le programme ne prend pas. Et il prend d'autant moins en fait, qu'avec la fin de la grève patronale, l'activité militante reflue dans beaucoup de cordons qui rentrent en sommeil. Alors, ces cordons, ils vont rentrer en sommeil en novembre, mais ils vont rapidement se réveiller. Donc en janvier, avec le plan Prats-Millas, puisque justement il va falloir s'opposer à ce plan. Des représentants d'entreprises se réunissent dans différents cordons et se mettent d'accord pour combattre pour la non-rétrocession des entreprises occupées à leurs propriétaires. On met en place des barricades et le 30 janvier a lieu une manifestation qui va jusqu'à la Moneda. La Moneda, c'est le palais présidentiel où il y a Allende. Et dans cette manifestation, on entend pour la première fois un slogan qui revient, et ce slogan, c'est « Travailleurs au pouvoir ». Alors, des représentants des cordons sont reçus par Allende qui ne cèdent rien. Il promet d'aller s'expliquer devant les cordons réunis en assemblée générale, ce qu'il ne fait jamais. Il publie plus tard un communiqué dans lequel il rappelle son respect pour la Constitution, sa confiance dans les forces armées et son appui au projet Prats-Millas. Et donc ce texte, il se termine, je cite, par « Le président de la République réitère aux dirigeants des cordons son respect et sa considération, mais leur signale également qu'il y a un gouvernement, que c'est lui qui prend les décisions, que sa politique est au service du pays, de tout le peuple, et non d'un secteur déterminé. » Alors, en mars 1973 ont lieu de nouvelles élections. Et donc la coalition, là, cette fois le Parti national et la démocratie chrétienne, vont se présenter ensemble et ils espèrent obtenir les 2 tiers des voix, ce qui leur permettrait en fait d'avoir les 2 tiers des députés. Et avoir les 2 tiers des députés, ça leur permettrait de destituer légalement Allende. Mais ils n'obtiennent que 55% des voix contre 44% pour l'unité populaire. Les chiffres ne sont pas bons, lui il doit être au lendemain des élections. Voilà la petite différence. Mais donc 55% des voix pour l'alliance du Parti national et la démocratie chrétienne et 44% pour l'unité populaire. À l'intérieur de l'unité populaire, le Parti socialiste a amélioré son score aux dépens du Parti communiste, mais celui-ci reste très influent. De même que la démocratie chrétienne. Et le MIR, quant à lui, il a choisi en fait, de ne pas se présenter pour s'allier au Parti socialiste en espérant en fait, tirer le Parti socialiste sur sa gauche. Mais après les élections, le Parti socialiste il renouvelle son allégeance à l'unité populaire.
Alors, cette date, elle est importante parce que pour la droite, cette défaite aux élections, elle marque en fait un petit peu le dernier recours qu'ils avaient avant de passer vraiment au coup d'État armé. Bon, ben, la voie légale n'a pas fonctionné, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et donc ça commence donc le 29 juin, puisque le 29 juin a lieu une première tentative de putsch. On a le chef d'une unité de blindés à la tête de 400 soldats et de plusieurs chars qui encerclent le palais de la Moneda. Allende prend alors la parole à la radio et dit « J'appelle le peuple à occuper toutes les industries, les entreprises, qu'ils soient en état d'alerte, qu'ils viennent au centre-ville, mais pas pour devenir une victime, que le peuple sorte dans la rue, mais pas pour se faire mitrailler. Il doit le faire avec tous les éléments qu'il a en main. L'heure venue, le peuple aura des armes. » Quelques heures plus tard, il se ravise et il demande aux ouvriers de rester dans les usines. La COUT, elle appelle aussi à occuper les usines, à paralyser la production et à organiser des comités de défense et de surveillance par secteur. Alors on observe une véritable effervescence dans les quartiers populaires. Un militant du cordon Vicuña Mackenna témoigne. Les ouvriers sont allés dans leurs usines et les ont toutes occupées. Toutes les usines communiquaient entre elles. Tout le monde était en alerte, dans l'attente d'instructions. Mais ni armes ni instructions n'arrivent. Finalement, les militaires n'ont pas bougé. Et la tentative de putsch est matée par le général Prats avec l'aide d'un certain Pinochet. En fin de journée, le cordon Maipú-Cerrillos se réunit en assemblée générale dans une usine et les dirigeants de l'unité populaire sont conspués. En fait, on se plaint de leur faible réaction, on réclame des armes. Une manifestation a lieu le soir même devant la Moneda et le mot d'ordre de la distribution d'armes aux travailleurs est l'un de ceux qui revient le plus. Allende, il s'adresse alors à la foule, et là, il rend hommage aux forces armées. Il jure qu'il respectera toujours la Constitution, et il annonce vouloir organiser un référendum pour changer les institutions du pays. Alors, pour les militaires, la journée du 29 juin, elle est riche d'enseignements. Pinochet, il affirme dans une réunion d'officiers le soir même, « Les extrémistes ont montré les dispositifs qu'ils ont dans les cordons, ainsi que les armes qu'ils possèdent. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils ne possèdent pas d'armes et qu'ils ne sont pas du tout prêts à réagir. Au maximum, en fait, on s'est préparé à la lutte dans quelques entreprises en s'équipant de casques, de boucliers artisanaux, des fois de cocktails Molotov, de bâtons. En fait, le coup d'État n'a été empêché que par la volonté des militaires. Alors, après l'échec de cette tentative de putsch, qu'on a appelé le tankasso, donc le tankasso parce que c'est les tanks, l'assaut des tanks. Et bien après cet échec, Allende il fait rentrer des nouveaux militaires au gouvernement. Avec la COUT et avec le PC, Allende va peser de tout son poids pour essayer de faire rendre les usines qui ont été occupées pendant la tentative du 29 juin. Mais les cordons refusent et 20 jours plus tard, seulement quelques usines ont été rendues. Alors le gouvernement comprend qu'il ne peut pas aller trop à l'affrontement et ce qu'il va faire, c'est laisser passer du temps pour calmer les ardeurs militantes. Finalement, il cède sur quelques nationalisations, mais c'est tout. Le 19 juillet, le cordon industriel Vicuña Mackenna, il organise 4000 travailleurs qui dressent des barricades et proclame le cordon industriel territoire libre des travailleurs. Alors en fait, en réalité, ils veulent obtenir la nationalisation des usines qui ont été occupées. Les carabiniers, ils interviennent, ils font plusieurs blessés et un mort du côté des militants. Et Allende, de son côté, il va prononcer un discours dans lequel il s'en prend, je le cite, aux pseudo-révolutionnaires de gauche infiltrés dans les rangs du peuple qui alimentent le chaos par les occupations de routes et de chemins, où sont parfois en première ligne des hommes de gauche qui se trompent et juste derrière les militants de l'opposition qui les utilisent. Autrement dit, si vous êtes contre le gouvernement, c'est que vous êtes avec la droite. Le ministre communiste Millas, lui, il va encore plus loin puisqu'il accuse, je le cite, les ultra-gauchistes de camoufler un déguisement de la CIA. Bon, en tout cas, le 19 juillet, c'est en fait l'apogée de la mobilisation des cordons. Fin juillet, les manifestations et occupations ont décliné. Une majorité de la classe ouvrière reste soudée derrière l'unité populaire, même si une minorité s'est radicalisée et n'a plus confiance dans le gouvernement. Alors en juillet 1973 a lieu une nouvelle grève des camionneurs, mais dans les cordons industriels, en fait, on observe des réactions, mais qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on avait eu en 1972. En fait, il y a pas mal de démoralisation.
Les réunions du cordon Maipú-Cerrillos, elles ne comptent plus que des représentants de 5 entreprises. À Valparaíso, tout de même, on a une coordination de cordons qui se réactive et qui organise de nombreux blocages de routes avec la présence de membres de la CUT et le soutien du MAPU, du Parti socialiste, du MIR et aussi donc, de trotskistes d'un parti, c'est le parti des socialistes révolutionnaires. En fait, ils essayent d'obtenir la réquisition de tous les véhicules des transporteurs en grève. Mais là, on voit aussi, en fait, ils ne vont pas le faire eux-mêmes, a priori, c'est qu'ils vont s'adresser au gouvernement pour obtenir cette réquisition. Alors la manifestation se solde par de nombreuses arrestations et la CUT se désolidarise en parlant de militants ultra-gauche infiltrés par la droite. Alors, au mois d'août, le coup d'État se prépare au grand jour. En moyenne, on a 25 attentats par jour dans la province de Santiago. Tour de haute tension électrique, centre de télécommunications, ponts, voies ferrées, entreprises occupées, des cordons sont les cibles privilégiées de ces attentats. Alors, de son côté, c'est l'image que je vous ai mise ici. L'armée perquisitionne de partout, au siège des partis de gauche, des syndicats, dans les usines, les fermes, les écoles, les universités. Là, c'est dans un quartier ouvrier, partout, sauf du côté des groupes fascistes. Ces perquisitions, elles permettent non seulement d'intimider les travailleurs et de récupérer les rares armes qu'ils possèdent, mais surtout, en fait, elles permettent d'observer la réaction des soldats dans ce genre d'opération et de déceler les réticences au sein de l'armée elle-même. Et des réticences, il y en a, puisque en août, la marine procéda à l'arrestation de centaines de marins à Valparaíso, qui était la grosse base navale du Chili. Alors, ceux qui faisaient partie d'un réseau qui, pendant des mois, avait alerté les dirigeants de l'unité populaire de la préparation d'un putsch sont arrêtés. Mais vraiment, pendant des mois, ils ont alerté l'unité populaire, il va y avoir un putsch, etc. Ils font ça au péril un peu de leur vie, quand même, de manière clandestine. Et ils sont arrêtés. Et Allende ne se solidarisa pas avec eux au nom du respect de l'état de droit et du respect des institutions militaires. Au contraire, même, il condamna les tentatives d'organisation de cellules dans l'armée. Il affirma, une fois de plus, les extrémistes de droite et de gauche se serrent la main. Et il permit l'application de la loi de sûreté intérieure qui offrit le cadre légal à la répression des marins. Début septembre, ces marins arrivèrent à faire sortir une lettre publique qui s'adresse aux travailleurs et à Allende. Ils y dénonçaient les tortures affreuses qu'ils avaient subies et le coup d'État en préparation. Donc le 10 septembre 1973, les unités de la marine quittent le port de Valparaíso comme prévu pour des manœuvres avec la flotte américaine. Mais dans la nuit du 10 au 11, elles reviennent au port après avoir jeté à la mer tous les marins et les officiers qui étaient en désaccord avec le coup d'État. Le 11, peu après 6h30, Allende apprend que la marine s'est soulevée. Il lui est impossible de joindre Pinochet et les autres responsables militaires qui ne sont pas chez eux. À 8h, Allende, à la radio, annonce qu'il y a un soulèvement et appelle les travailleurs à se rendre à leur poste de travail et à conserver calme et sérénité. Il affirme « Ce que je souhaite essentiellement, c'est que les travailleurs soient sur leur garde, qu'ils soient vigilants et évitent toute provocation. Dans une première phase, il nous faut connaître l'attitude, que j'espère positive, des soldats de la patrie qui ont juré de défendre le régime établi. Dans ces circonstances, j'ai la conviction que les soldats sauront remplir leur devoir. Quoi qu'il en soit, le peuple et les travailleurs, surtout eux, doivent être activement mobilisés, mais en leur lieu de travail. Ils doivent écouter l'appel que je pourrai leur lancer et les instructions que leur donnera le camarade président de la République. » Alors, sur les lieux de travail, on attendit les armes qui ne vinrent jamais, ni les instructions. Et dans son dernier discours, Allende capitule. « Je paierai de ma vie la défense des principes qui sont chers à cette patrie. Au nom des plus gros intérêts du peuple, au nom de la patrie, je vous appelle pour vous dire de garder l'espoir. L'histoire ne s'arrête ni avec la répression, ni avec le crime. C'est une étape à franchir, un moment difficile. Il est possible qu'il nous écrase, mais l'avenir appartiendra au peuple, aux travailleurs. L'humanité avance vers la conquête d'une vie meilleure. » Alors les démocrates pourront trouver que c'est un beau discours, mais un beau discours, ça n'arrête pas un coup d'État.